Bonjour à tout le monde, alors, enfin à ceux qui sont déjà arrivés. Alors, nous sommes heureux de présenter Nathalie Lamoureux, qui a beaucoup travaillé sur les Raotés du Népal. Nous avions eu le plaisir de l'avoir il y a 5 ans pour nous faire partager ses premiers travaux à travers son livre Hmm. qu'elle avait fait sur le sujet. Elle continue à travailler sur cette population qui est extrêmement réduite maintenant au Népal et qui est en pleine mutation peut-être. Et donc, on va lui laisser la parole pour nous dire maintenant, depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé chez eux et quelle est leur situation actuelle au Népal. Nathalie, à toi. Très bien. Oui, alors je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je suis grand reporter pour le magazine Le Point. En 2014, j'ai repris des études. J'ai passé ELCO, suivi par un master en anthropologie sociale à l'EHESS, où j'ai fait un master sur les Raoutés nomades du Népal. Je me suis intéressée aux conséquences des transformations économiques sur leur mode de vie, à savoir l'impact du déclin du commerce des objets en bois et aussi de l'apport de nouvelles richesses liées à l'aide de l'État, aux ONG, au tourisme. Donc sur un groupe qui accumule peu de choses, qui est principalement orienté sur la consommation, l'usage des biens immédiats. Donc, j'ai effectué 7 séjours étalés de 2015 à 2019. C'était un terrain assez difficile puisque l'immersion dans le groupe est impossible. Donc, ce n'est pas évident de nouer des relations prolongées et même privilégiées. Tous me connaissent, mais de là à m'inviter à dormir dans leur camp, il y a un grand pas qui n'a jamais été franchi. Bon, cela, bien sûr, a eu un peu une incidence sur les données qui restent quand même assez superficielles. Et je dirais peut-être la seule chose que j'ai pu documenter, c'était l'aspect économique, puisque j'ai pu observer certaines choses. Euh, donc, pour commencer, je vais peut-être vous présenter les Raoutés, vous dire qui sont-ils. Donc, c'est une population himalayenne estimée à 600 personnes d'après le recensement népalais de 2011, qui vivent principalement dans les régions de l'ouest et de l'extrême ouest, entre les premiers contreforts de l'Himalaya et les moyennes montagnes. Et ce groupe s'étend historiquement aussi en Inde, puisqu'on trouve des Raoutés en Inde, mais qui n'ont rien à voir avec les Raoutés que j'ai pu rencontrer, qui sont, eux, nomades. Et ces nomades, en tout cas, ce sont les seuls Raoutés nomades connus aujourd'hui. Ils sont plus très nombreux, ils sont entre 150 et 160. Ces Raoutés ont échappé au processus de sédentarisation lancé par le gouvernement népalais dans les années 80. Et donc, on les appelle les Raoutés d'Ailek parce que c'est le nom du district où ils évoluent le plus souvent. Et il y a d'autres Raoutés que j'ai vus également, qui, eux, ont été sédentarisés et qui sont intégrés à la société népalaise, qui font de l'agriculture, alors que ce n'est pas le cas des Népalais nomades. Si on veut donner un petit peu des éléments d'histoire sur ces Raoutés nomades, on ne sait pas grand-chose puisque leur histoire elle est fondée sur l'oralité. Et les seules données en fait qu'on a sont des mythes, des histoires populaires, et puis des mentions faites par les érudits népalais ou alors les observateurs britanniques au XIXe siècle. Les Raoutés nomades pu rencontrer par le népali. Ils ont aussi une langue mère qui s'appelle le kamchi. Alors, c'est une sous-branche en fait de la famille des langues himalayennes Kali Karnali, pardon, Kali Karnali, pardon. Et leur langue est un petit peu différente des Raoutés sédentarisés qui, eux, parlent le boto. Donc, ça, c'était pour présenter un petit peu leurs caractéristiques culturelles. Concernant leur mode de vie, c'est un mode de vie qui est basé sur le commerce d'objets en bois, surtout des objets de stockage, des coffres, des bols, des petits bateaux.
ils en ont fait par le passé. Parfois, ils font des lits, hein, sur commande pour pour les Népalais, en fait, des villages, parce qu'il faut savoir que c'est des régions où il n'y a pas forcément on ne trouve pas forcément des fabricants de lits et des commerces de literie. Donc, ils vivent aussi de la chasse, et ils chassent exclusivement le singe. Ils vivent également de cueillette, donc de fruits, de végétaux. Ils ne pratiquent pas l'agriculture ni l'élevage. Et ils ne font pas le commerce des ressources de la forêt. Donc, c'est quand même une économie assez limitée. Alors, le cadre un petit peu de leur mode de vie, c'est ce qu'on appelle la Karnali. Alors, la Karnali, c'est une région qui couvre l'ouest, l'extrême ouest du Népal. C'est aussi le nom d'une rivière qui, en fait, prend sa source sur le plateau tibétain et qui va rejoindre le Gange. Et cette région, en fait, c'est une région qui a été très prospère, mais qui s'est dégradée par les régimes successifs. Et par exemple, à la fin du siècle dernier, cette région connaît des pénuries, mais aussi des famines. Donc, dans les années 80-90, au Népal, il y avait des famines, et des famines récurrentes. Et donc, du coup, cette situation assez difficile, elle est à la fois liée à l'augmentation de la population, à la faible productivité des terres, au déclin surtout du commerce avec le Tibet, quand il y a eu la fermeture du Tibet, l'invasion par la Chine. C'est aussi lié à de nouvelles pratiques de consommation, avec l'arrivée des biens de consommation qui sont plus chers. Et puis aussi, c'est lié à l'individualisation des modes de vie. Et il y a aussi comme une sorte d'attentisme de la part dans ces régions où on attend beaucoup l'aide du gouvernement. Donc, c'est une région qui a été très longtemps mise sous perfusion, où le gouvernement a apporté beaucoup de riz, de denrées alimentaires. Donc, il y a entre guillemets une sorte de culture de l'aide. Voilà. Concernant les Raoutés, alors dans les reportages, les documentaires, ils sont souvent présentés comme des chasseurs-cueilleurs. Alors, on les imagine un petit peu comme des vestiges d'un temps ancien. Alors, bon, c'est pas du tout ça en fait. C'est plutôt, moi j'ai plutôt vu enfin, moi j'étais en fait appréhendée comme une caste d'artisans. Et c'est vrai qu'ils ressemblent beaucoup à la caste des potiers, ceux qui font des pots, mais qui font les pots en terre, pardon. Et les raoutés, comme les potiers, ils font des ustensiles. Et en échange de quoi ils vont recevoir du riz, des légumes, de l'argent parfois. Dans les recherches qui leur sont consacrées, on les appréhende comme des chasseurs-cueilleurs, mais aussi comme des groupes ethniques, détenteurs de traditions riches, et comme on les présente aussi comme un groupe qui résisterait à une sorte d'ordre social qui menacerait de les absorber, pardon. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont parfaitement intégrés à la société népalaise, hein. Ils font bien partie de la hiérarchie sociale, même s'ils sont différents. Et d'ailleurs, ce qui fait la particularité du Népal, c'est la différence, en fait, qui est un facteur d'intégration. Alors, si eux-mêmes, c'est vrai qu'à une époque, ils ne voulaient pas trop qu'on dise qu'ils étaient des artisans, parce que les castes, en fait, cultivent la terre, alors qu'eux ne la cultivent pas. Et les castes de service au Népal sont beaucoup des castes impures qui travaillent pour des fermiers, mais qui sont maintenus dans des relations de servage. Donc, il y avait un avantage à plutôt se dire chasseur-cueilleur plutôt que caste, justement pour éviter d'être mis à l'écart. Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel qui voit émerger les notions de liberté, de choix individuel, moi, les personnes que j'ai interrogées n'ont aucune gêne à dire qu'ils sont artisans. Au contraire, ils en sont très, très fiers. Ils disent que c'est notre travail. Donc, il y a une véritable fierté de fabriquer ces coffres. Alors, ces coffres, ce commerce des objets en bois,
c'est une activité, c'est un marché de niche. C'est une activité individuelle, une activité conditionnée. Pour vendre beaucoup, il faut avoir un peu de talent. Ça dépend aussi de l'emplacement et puis ça dépend de la clientèle qu'on va rencontrer. Les raoutés sont nomades. Quand ils ont fini de vendre tous leurs articles, eh bien, ils quittent le village et ils vont voir ailleurs. Alors, ah. On peut passer les photos quand tu nous le demanderas, Nathalie. Ah, ben voilà. Donc, c'est une photo par une photo. Je te laisse peut-être terminer ton propos. Et puis, tu nous dis… Là, à ce moment-là, si vous voulez, moi, je veux bien… je vous fais une présentation. Bon, c'est vrai que je vous fais un portrait un petit peu de la société aujourd'hui à travers les recherches que j'ai faites au niveau économique. Et après, on peut regarder les photos. C'est peut-être… qu'est-ce que vous en pensez? Parfait, on fait comme ça. Ou alors, on peut le faire en même temps. Comme tu veux. C'est toi comme tu veux. Je vais continuer Oui. par la présentation. Ça sera plus simple. Et puis après, je commenterai. On y va. Voilà. Donc, je disais que la fabrication des objets en bois, c'est une activité individuelle conditionnée qui dépendait de l'emplacement, du talent du vendeur, que tous n'avaient pas les mêmes compétences et certains avaient quand même développé des bonnes compétences, mais d'autres pas. Donc, c'est souvent un exercice de séduction. Et tout le monde n'a pas les mêmes chances pour, du coup, réussir à vendre ces objets. Je retrouve. C'est aussi une activité qui est tributaire des récoltes des paysans, puisque les raoutés sont payés avec les récoltes des paysans. Donc, s'il n'y a pas de riz, eh bien, les paysans n'achèteront pas leurs produits. Et voilà, donc ça dépend aussi de la variabilité du prix des denrées alimentaires. Donc, si les denrées sont très chères, eh bien, ils auront beaucoup moins de grains parce que c'est trop cher et que lui-même, le paysan, il n'a pas de surplus. Alors, si ce commerce leur offre des opportunités, ça crée aussi des inégalités, puisqu'il faut savoir que c'est une activité d'hommes. Le fabricant et le vendeur, que la communauté comprend aussi des veuves, des veufs avec des enfants en bas âge qui doivent jongler avec leurs activités et j'irais s'occuper de leurs enfants, des personnes âgées. Et c'est vrai que quand une personne se blesse, qu'elle ne peut plus fabriquer des coffres, c'est très, très compliqué. C'est un commerce qui vient buter contre la loi sur les forêts. Les raoutés coupent du bois, donc ces pratiques sont source de tension avec les agriculteurs. C'est à l'origine de querelles, mais je dirais ça se règle quand même plutôt bien puisque le gouvernement les appuie, les autorise quand même à fabriquer ces objets. Et surtout, je ne sais pas si ça vient du gouvernement, mais moi j'ai remarqué que ils utilisent maintenant des grands poteaux, enfin les poteaux qu'ils utilisent pour monter les tentes, en fait, ils les détruisent plus, ils les emmènent avec eux justement pour économiser la ressource. Donc, c'est une activité individuelle, mais c'est aussi un marché de niche. Donc, très petit marché, confiné à l'ouest du pays, taille modeste, qui répond à des usages locaux. Et donc, face à la concurrence des objets en plastique, leur artisanat, il perd leur usage. Mais j'observe en tout cas que ça se vend toujours au niveau local et au niveau national. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'étais assez surprise que ça se vendait quand même. Après, les raoutés ont aussi beaucoup d'amis un peu partout dans le pays, à Katmandou, qui viennent les voir, qui leur achètent ces objets. Ces objets, ensuite, ils sont présentés à d'autres et au sein d'un réseau de personnes et qui elles-mêmes vont acheter ces objets. Donc, ça va contribuer un petit peu au patronage des raoutés.
Moi, j'ai vu qu'il y avait aussi une filière, mais j'ai pas plus d'informations. Il me semble qu'une filière avait été organisée pour écouler leur artisanat vers les centres urbains où ils sont vendus pour leur valeur esthétique et symbolique par des marchands dans les boutiques d'artisanat. Mais le problème, c'est que je ne suis pas certaine que ces revenus générés reviennent à la communauté. En 2019, j'ai vu une boutique à Lazinpat, un quartier huppé de la capitale, où un coffre était vendu 200 €, alors que le produit acheté au producteur devait coûter entre 3 et 5 €. Et je ne suis pas certaine, en fait, qu'eux ont reçu le bénéfice. Ça, c'est un point. Il y a eu des tentatives de valorisation. Ils ont essayé, le gouvernement, les associations ont essayé d'élargir le marché, de leur permettre de vendre ailleurs leur production en Inde. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Moi, j'avais assisté à des séances de fabrication en masse, des coffres, des petits bateaux, 80 pièces produites en 4 jours. L'opération, elle était pilotée par une association qui avait reçu de l'argent du gouvernement pour organiser l'acheminement des articles. Les ventes avaient généré 8 000 $. Les Raoutés avaient reçu une partie. Une autre avait servi à financer un voyage pour les membres du groupe. Mais en fait, ces initiatives, elles sont pas toujours bien comprises, parce que produire en grande quantité pour recevoir l'argent plus tard, ce n'est pas partie des schémas de pensée d'une population dont l'économie est fondée sur le retour immédiat. Et puis surtout, le fabricant, c'est le vendeur qui touche le gain. Donc, après avoir fabriqué un coffre, eh bien, les hommes viennent chercher l'argent. Donc ça, ils ont pas, ils comprennent pas. Et du coup, ces initiatives, en fait, c'est plutôt des initiatives isolées et qui ne se poursuivent pas, quoi. Elles sont assez aléatoires. Voilà, puis en plus, ces initiatives, elles peuvent aussi se heurter aux lois de la forêt, puisque il ne faudrait pas que ça devienne à l'étranger. Donc, il y a un équilibre, à trouver. Voilà. Donc, pour pallier ce manque à gagner lié au déclin du commerce des objets en bois, il y a des nouveaux revenus qui sont venus s'ajouter au sein du groupe, donc des aides de l'État. Alors, ça a amélioré, chaque membre touche 2 000 roupies, donc ça fait à peu près, même les enfants, hein, chaque membre de la communauté touche à peu près 15 € par mois. C'est une allocation qui améliore, c'est pas beaucoup, mais ça améliore quand même sensiblement leurs conditions de vie, mais c'est un système qui avantage les familles nombreuses. Par exemple, une famille de 5 personnes, elle va recevoir 10 000 roupies. Elle va pouvoir soit en garder un petit peu de côté et puis économiser pour, par exemple, elle pourra acheter une chèvre. Par contre, ceux qui ne sont que 2 dans le foyer, ils ne pourront pas le faire, ils vont devoir, ils pourront le faire que le mois suivant. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu des désagréments dont ils m'ont parlé. Alors cette allocation, elle est aussi assortie de dons, de livraison de toiles, de tentes, de nourriture. En fait, les Raoutés reçoivent beaucoup de dons. Et d'ailleurs, l'aide humanitaire est très présente. C'est très compliqué d'évaluer le volume de cette aide, hein. Mais bon, moi j'ai assisté à des afflux de richesses assez incroyables, hein, sous forme de riz, d'argent, des choses assez hallucinantes, hein. Moi, un jour, j'avais vu dans un camp, il y avait une chèvre attachée à chaque tente, 45 chèvres. Il faut savoir qu'une chaise est 60 €. Donc, je me suis demandé, c'est vrai, où ils avaient pu trouver cet argent. Et j'avais calculé leur consommation d'alcool en 4 jours. Et ça représentait 1 800 bouteilles de 33 centilitres, soit 650 $. En 4 jours, ils avaient aussi obtenu 600 kilos de riz, 4 300 $.
Donc, en tout, ça faisait 7 400 € d'aide qui est arrivée, je ne sais pas comment. C'était assez étonnant d'ailleurs. Et je me suis toujours demandé comment d'où venait ces biens providentiels. Alors évidemment, pour eux, c'est la fiesta pendant 5 jours, hein. Puisque alors traditionnellement, les Raoutés vivent des surplus des paysans locaux, mais là, ils intègrent les surplus accumulés à l'échelle globale, tout ce que finalement, beaucoup de choses viennent de l'extérieur. Alors, c'est comment c'est bien, il n'y a pas que des biens matériels, il y a aussi les biens, je dirais, immatériels comme les chansons, les danses, les prières, tout ça donne lieu à des rémunérations. Si vous voulez les prendre en photo, eh bien, il faut donner un peu d'argent. Il y a des chaînes de télévision qui sont venues faire des reportages, qui les ont payés, tout ça. Derrière, ils ne le font pas tout seuls. Il y a des intermédiaires aussi qui entretiennent un petit peu la machine, hein, parce que si vous voulez rencontrer les Raoutés, si vous voulez économiser du temps, vous passez par un intermédiaire et puis il va vous demander de l'argent, il va vous expliquer en fait ce dont les Raoutés ont besoin. Donc tout de suite, vous êtes mis dans le bain de l'aide humanitaire et vous êtes coincé. Donc c'est un peu une des raisons pour lesquelles le terrain était très difficile. Après, moi, je me suis extirpée des intermédiaires, mais le problème restait le même. Il faut donner tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est difficile, sauf si être riche. Et encore, quoi, c'était pas. Je crois qu'ils m'auraient pas accepté parce que à un moment donné, j'ai compris que ils craignaient, si je m'étais installée dans une famille, ils craignaient que d'autres familles imaginent des choses et que ça commence à mettre un peu de désordre au sein du groupe. Et comme beaucoup boivent de l'alcool, sont bourrés, donc ça pouvait très, très facilement partir en vrille, quoi, donc, et être assez explosif. Pourtant, j'ai essayé, mais du coup, je les connais tous, hein, donc maintenant, mais c'est vrai que de dormir, j'aimerais bien, mais peut-être avec la nouvelle génération, là, parce que les jeunes maintenant que j'ai rencontrés il y a 5 ans, bon, ils sont ados, peut-être ils seront les futurs chefs, je ne sais pas. En tout cas, toute cette richesse qui arrive sur un groupe qui n'accumule pas cet argent, ça augmente leur pouvoir de jouissance, hein. Ça les met en contact avec quelque chose en fait qui s'est généralisé à l'ensemble du groupe progressivement, parce qu'avant c'était que du troc, c'est l'argent. C'est à la fois un objet rare et compliqué, parce que ça implique aussi de savoir compter, parce qu'il y en a qui ne savent pas compter. Et moi, j'ai eu plusieurs cas d'enfants qui sont venus me voir désemparés parce qu'on leur rendait énormément de monnaie et c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas en fait à gérer. C'est aussi ils prennent aussi conscience de la rare, que c'est une denrée rare. Donc du coup, quand ils ont un peu d'argent, ils vont aussi recourir à la négociation, marchandage, manipulation, des fois chapardage, hein, ça arrive. C'est plutôt rare, hein. Mais on n'est jamais dans une relation normale. Il y a toujours une demande derrière. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une belle-mère d'une épicière qui élève des chèvres. Il y a un petit jeune Raouté qui a négocié une chèvre pour 6 000 roupies. Le lendemain, son frère vient annoncer à la paysanne qu'il n'en veut plus et lui demande de le rembourser. La paysanne lui donne 6 000 roupies. L'après-midi, son frère vient la voir et lui dit qu'il veut acheter la chèvre, mais il n'a que 4 000 roupies. Donc, il va chercher justement à grappiller 2 000 roupies. C'est que des stratégies comme ça. Il y en a une autre, c'était un soir, un jeune Raouté qui se présente au village et il me dit « Ma belle-mère a perdu 8 000 roupies ». C'est une grosse somme, hein.
Et il dit, demain, j'irai chez le dami, donc l'exorciseur, le spécialiste religieux, pour savoir qui l'a pris. Je ne boirai pas, ce n'est pas bon pour parler au dami. Il dit qu'il veut consulter un prêtre différent de celui qui officie au sein du groupe. 2 jours plus tard, je le revois, je lui demande s'il s'est rendu chez le dami. Il dit non, pas encore, on attend, peut-être que quelqu'un va apporter l'argent. Les gens ont peur si on dit qu'on va chez le dami. Mais en fait, il n'y a jamais eu d'argent qui a été volatilisé. C'est des commandes, toujours derrière une volonté de se faire payer une chèvre. Mais ce n'est pas évident de le comprendre. C'est dans la discussion. Donc voilà. Cet argent, il est toujours orienté vers la consommation, parce que déjà, c'est le moyen le plus sûr de ne pas le perdre. Parce que l'argent se perd, et moi j'ai vu des enfants qui avaient découpé des billets de 10 000 roupies avec des ciseaux, hein, avec des serpettes. Donc c'est vrai que les parents n'étaient pas très contents. Donc du coup, on préfère tout de suite acheter, et surtout ça permet d'éviter d'être la cible des demandes d'autres, parce que il y en a qui sont plus économes que d'autres, et il y en a toujours un qui est toujours qui est en train de quémander vers son voisin, lui demander de lui payer un truc. Donc l'argent, on le met dans de la consommation. Quoi d'autre? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, il y a aussi parmi les marchandises qu'ils reçoivent des choses dont ils ne veulent pas. Et ça reste à l'extérieur du camp. Ces choses, ce sont des tentes en polyester. Alors qu'ils sont censés apporter du confort et de la protection. Mais eux, ils n'en veulent pas. Ils disent que ça va pas rendre la chasse auspicieuse. Donc, ces tentes, en fait, qui sont apportées par des donateurs étrangers, restent à l'extérieur, mais ils n'en veulent pas, et malgré l'insistance des Népalais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, évidemment, quand ce style de vie des raoutés qui aiment bien faire des beuveries, boire, manger, ils le font un petit peu devant tout le monde. Alors, ils sont la cible de critiques d'ordre moral de la part des paysans qui vont dénoncer leur prodigalité et surtout l'usage de l'alcool, dans un contexte où la terre n'est plus rentable et où le paysan a la vie dure. C'est vrai que pour le paysan, le raouté, il est plutôt riche. Il y a un paysan qui me disait un jour, ce n'est pas bien ce que font les raoutés. Ils achètent de l'alcool avec l'argent du gouvernement. En 2 jours, c'est fini. Le gouvernement ne donne rien aux basse-castes. Les villageois travaillent dur dans les champs. On a demandé un prêt, mais le gouvernement demande des hypothèques sur la maison, les champs. Les banques ne donnent rien. Que faire? Donc, on voit bien un petit peu les tensions qui peuvent se produire entre ces 2 groupes. Alors, ces dons en fait qui arrivent un petit peu de partout, ça représente une sorte de nouvelle abondance, hein. C'est à la fois une source de prestige, mais également d'illusion, puisque les raoutés font l'expérience du regard porté par les citadins éduqués sur leur groupe. Ça mélange à la fois de compassion, d'estime, d'admiration, qui est à l'opposé des paroles méprisantes des locaux, parce que quand les raoutés vont à Katmandou, ils sont reçus comme des seigneurs. Et quand ils reviennent quand ils viennent à Katmandou, on leur donne énormément de cadeaux, des gratifications en nourriture, argent, tissu. Et ceux qui reviennent après au village, ils véhiculent des discours sur un idéal de vie qui serait fait que de dons, et ils se rendent compte que finalement, c'est pas la réalité. Voilà. Et donc, écoutez, pour conclure, moi je dirais que les nouvelles sources de revenus qui sont venues compléter celles issues du commerce de leur artisanat sont nombreuses et variées. Elles ont contribué à la généralisation des échanges monétaires, à l'émergence de nouvelles habitudes de consommation. Mais la monétarisation, en facilitant
les pratiques d'achat les confrontent à l'usage de l'argent et limites. Et leur propension en fait, à la dépense alimentée par les dons et les recettes étatiques alimente la critique des sédentaires qui font de l'épargne une vertu et de la prodigalité un vice. Mais les agents donateurs du monde humanitaire et de l'État ne donnent pas sans contrepartie. On voit aussi l'émergence de programmes de développement. En 2019, il y avait un maire qui a eu l'idée de faire un camp permanent pour les Raoutais et surtout peut-être pas permanent, mais qui a en fait instauré un système de paiement, c'est-à-dire de tickets d'entrée, comme pour un parc, avec droit d'entrée. Donc, 500 roupies. Bon, il se trouve que ça n'a pas marché, c'est fini. Donc, ça a duré 1 an, 2 ans. Il y a aussi un agent de santé et puis 2 enseignants qui ont été dépêchés dans le camp pour Nathalie, tu es là? Oui, oui, Ah, je suis là. d'accord. D'accord. Quoi? Le son était coupé, là. Un peu coupé. D'accord, oui, je suis toujours là. Ça a été coupé à quel moment? Il y a 30 secondes. Ah, d'accord. Donc, je disais qu'en 2019, j'ai fait une drôle d'expérience. Quand je suis venue les voir, eh bien, il fallait payer pour accéder au camp. Il fallait payer 500 roupies. Donc ça, c'était une idée imaginée par un maire de village et en accord avec les Raoutais pour leur faire donner un petit peu de revenus. Bon, ça a été diversement interprété par les différents membres du groupe. Certains étaient contents, d'autres pas. Il y a des Népalais qui sont venus, qui ont voulu payer, qui se sont fait envoyer balader. Donc en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et en tout cas, il y a aussi un agent de santé et 2 enseignants qui sont toujours là pour les sensibiliser à l'éducation et à la santé. Donc, ils font des jeux avec les enfants, ils sensibilisent les femmes aux questions d'hygiène et tout ça. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'y passe. En tout cas, moi, je les ai vus en novembre dernier. Ils sont toujours là, il n'y a pas eu de cas de Covid. Donc, pareil. Voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci pour ta présentation. Voilà. Alors, l'autre fois, tu nous disais l'autre fois, par exemple, que quand il y avait un malade ou un décès dans un village, ils allaient ailleurs. Ils démontaient leur camp et ils allaient s'installer ailleurs. Est-ce que c'est toujours leur cas ou est-ce qu'ils sont davantage Quand il y a sédentarisés? un mort, oui. Ah oui, oui, oui. C'est toujours le cas. Quand il y a un mort, ouais, on bouge. Hein. D'accord. Ouais, ça, on bouge. La chasse est toujours l'activité en fait qui mobilise les hommes. Il y a toujours plein de rituels. Il y a des rituels de chasse à chaque fois. Bon, comme on peut pas accéder au camp, on peut pas voir ce qu'ils font. Ils suivent toutes les fêtes des Népalaises. Donc comme il y en a pratiquement tous les mois. Donc oui, c'est une fête tous les mois au moins. Et puis les fêtes de pleine lune. Donc, mais c'est vrai que ils sont népalisés. Ils sont de plus intégrés dans la société népalaise, même s'ils sont itinérants, nomades. Le gouvernement voudrait effectivement les sédentariser. Alors, l'idée d'un camp permanent à partir duquel ils pourraient rayonner, ça ne marcherait pas parce que s'ils se mettent en fait comment un camp permanent, ils vont prélever des ressources tout autour, donc ça va poser des problèmes. Donc non, finalement, il n'y a pas de commande.
Non, ils ne trouvent pas. Le gouvernement cherche, voudrait les faire sédentariser, mais ils s'accrochent, quoi. À quelle fréquence ils changent de camp? Donc, quand il y a un décès, ils changent de camp, etc. Et sinon, quand tout va bien, il y a quand même une fréquence de. Ils peuvent rester, par exemple, 3 mois sur un même site. Par exemple, s'ils sont bien, s'il y a de la ressource, c'est déjà arrivé. Parfois, ils peuvent faire 1 kilomètre et tout démonter et faire 1 kilomètre. Ils peuvent aussi partir si, oui, s'il n'y a pas assez de ressources, s'il n'y a pas de place. Si la place n'est pas assez grande, ils peuvent aussi se séparer, par exemple, pour fabriquer des objets en bois. Si par exemple il n'y a pas assez de ressources, il y a les plus âgés qui vont rester sur un camp et les plus jeunes vont aller ailleurs et puis ils vont rester un mois pour couper du bois, pour ensuite fabriquer des coffres. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en décembre dernier. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait pas beaucoup il y avait que des vieux dans le camp et en fait tous étaient partis plus loin couper du bois parce que c'était le mois de novembre, donc bientôt l'arrivée de l'hiver et c'était la période où ils allaient fabriquer des coffres pour ensuite les vendre à la nouvelle année, le Mangué Sangranti. Et c'est vrai que la fabrication, elle suit aussi les fêtes népalaises. Généralement, plus le moment des fêtes, ils vont fabriquer plus pour les vendre. Alors, Dassain, effectivement, c'est la période où ils vont chercher à en vendre le maximum. Très bien. On te propose de faire le partage de connexion. Tu es d'accord? Oui, ça marche. Il faudra ça. Et donc après, je vais là et c'est là. Ok. Alors ça, c'est un jeune raouté avec je ne sais plus si c'est un madal ou un drum, c'est un tambour qui a été fabriqué par la caste des badis. Et il le porte parce que il y a une fête. Voilà. Je ne connais pas exactement les circonstances, mais il est venu comme ça dans le village un jour devant moi et je l'ai pris en photo. C'est un petit orphelin. On peut pas ajouter tout. Le père. Voilà. Tu me dis, je les passe de quelle manière? Ah oui, vas-y, tu peux les. Tu la vois celle-là? Ouais, je la vois. Ok. Donc ça, c'est ce qu'ils construisent. C'est pas eux qui le construisent, hein. Ce sont les badis qui le construisent. Eux, ils ne construisent pas les tambours. Parce qu'en fait, les tambours. Là, c'est pas un tambour. Tu vois pas la sorte de box? Ah, moi, je vois un petit garçon. Ah, alors attends, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est toujours le garçon. Et donc, c'est ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que tu vois mon écran là? Alors, attends. Est-ce que tu vois le coffre? Le coffre. Alors, attends, parce que je vais... Alors, on va recommencer. On va recommencer. Partager l'écran. Donc, je partage l'écran. Partager, voilà. Et là, je vais chercher dans télécharger qu'on a téléchargé aujourd'hui. Qui est où, François? Qui est là? Là. Et là, il y a le coffre. Ah, ben là, ça y est, je vois. OK. Je vois ton... Ah, ben voilà, ça y est. Ah, voilà. Effectivement, ça, c'est les coffres, les kochis. C'est ce qu'ils fabriquent. En fait, ce sont des coffres qui servent à stocker des céréales. On peut y mettre aussi des habits. On peut y stocker plein de choses, en fait.
Et Il n'y a pas une les- fonction particulière. Oui. Non, il n'a pas de fonction. Ce sont des objets de stockage. C'est-à-dire qu'en fait, les raoutés fabriquaient des objets de stockage pour les paysans à une époque où il n'y avait pas d'objets de stockage, où il n'y avait pas encore de récipients plastiques. Et en fait, c'est un coffre démontable, parce que je vois qu'il y a des chevilles sur le Tout côté à pour le fait, démonter. tout à fait. C'est des coffres démontables. Tout à fait. D'accord. Et sur chaque coffre, Oui, bien sûr. le fabricant met sa petite marque, sa petite touche. Alors, voilà, parfait. Et là, tu vois, là, Ah oui, alors là, si, ouais, alors là, ça c'est les raoutés qui avaient trouvé un emplacement idéal. Ils venaient d'arriver, de monter leur camp, et il y a quelqu'un qui est mort, et ils sont partis le lendemain. Donc, on voit encore le camp on voit comment ça avait été bien préparé, bien bâti, bien monté. Et ouais. Oui, parce que normalement, ça ressemble pas à ça. Leur camp, c'est des toiles qu'ils tendent. Ah, mais non, mais là, il y a pas, ça dépend. Ah oui, Ils peuvent, ça dépend. Il peut y avoir des variétés, d'autres variétés. Et des fois, il y a des tentes, des tentures dessus. Des fois, il n'y en a pas. En fait, les tentures, c'est surtout l'hiver. Alors là, effectivement, ils ont enlevé les tentes parce que ils les emmènent avec eux. Là, c'est les branchages. Et parfois, ils mettent que des branchages. Les tentures, ils vont plutôt les mettre l'hiver parce que ça va protéger du froid et puis des intempéries. Et puis, l'été, ils vont plutôt laisser les branchages. Alors ça, c'est les enfants. Alors, ça, c'est une scène où on fait un peu ambiance guerre des boutons entre les Népalais paysans et puis les petits jeunes raoutés. Donc, ils sont en train, parce qu'il y a un petit jeune raouté qui a été un peu chahuté par un petit jeune paysan. Et donc là, c'est un peu une sorte de conseil de guerre, mais gentil. Hein. Bon, on les voit là, les raoutés sont caractéristiques. Donc, c'est le groupe en haut Oui, sur c'est le la groupe en haut. gauche et les gens les Népalais À droite. Ils sont à droite là. On voit avec Et le petit jeune, il a revêtu sa tenue en fait, de danse. C'est celui qui jouait du tambour tout à l'heure, non? Non, c'est un autre. Ah bon, d'accord. Qui est juste à côté. Ouais, d'accord. Tu me dis si je passe trop vite ou. Vas-y. Non, c'est très bien. Ah, ça, c'est un petit jeune raouté avec sa tenue de danse. Donc, je crois qu'il a dû. Je sais pas où il était la chercher parce que c'est un petit orphelin. Il a dû parce que c'est déjà trop grand. C'est la tenue de danse qu'ils mettent lors des festivals ou il y a très longtemps, lors des fêtes de chasse. Ah oui, des fêtes de chasse, d'accord. Ouais. Et chaque famille a cet habit. Il ne sort pas souvent. Hein. Ça, le gamin l'a sorti, mais il n'y a que lui qui l'a mis ce jour-là. Je pense qu'il avait envie. Dans les personnes connectées, s'il y a des personnes qui veulent commenter ou oui, poser bien des sûr, questions hein. sur les photos, N'hésitez vous pas. n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à intervenir, que ce soit Agnès, Monsieur Gobal, Jeanne ou Madame Pack. Alors. Oui. Bah oui, bien sûr. Alors, il y a une question ici. Les raoutés ne chassent exclusivement que le singe, et donc c'est bien pour les manger. Ah, tout à fait. C'est un mets qu'ils consomment. Et ils gardent le crâne après. Et ils gardent le crâne après, on pose comme question. Ah, ils mangent tout.
Ils coupent tout, en fait. C'est-à-dire, ils font comme les Népalais. Par exemple, un Népalais, quand il tue un poulet, il ne va pas, par exemple, comme chez nous, enlever les cuisses, le blanc. Ils coupent tout, en fait, en petits morceaux. Ouais. Et après, ils vont ranger les os. Et tu parlais des chèvres tout à l'heure. Ils les mangent, les chèvres, ou c'est uniquement Oui, pour le bien lait? sûr. D'accord, Non, non, les chèvres, c'est pour les, généralement, quand il y a des chèvres, c'est qu'il y a une fête. d'accord. Et après, ils vont faire de la viande fumée qu'ils vont mettre dans leur soupe après. Une sorte de sous-coutis. Ouais. Non, non, mais ils font rarement du lait de chèvre au Népal, même les autres populations, Non, rarement. non. Et il y a une question ici, est-ce qu'ils gardent les crânes de singes comme trophée ou autre chose? Tu as vu Non, des crânes pas du tout. de singes en Non, trophée? Non. non, j'en ai pas vu. J'ai vu des morceaux de mâchoire de singe, un peu par hasard. C'est la seule chose que j'ai vue. Non, ils cassent tout, en fait. Il n'y a pas de... Ils cassent. Alors, on a aussi une autre question ici. Est-ce que les Raoutés ont des chamans? Est-ce que les Raoutés ont des chamans? Tu savais qu'on allait poser cette question, Nathalie. Alors, il y a oui, alors il y a un gars qui s'appelle le Dami. Donc, c'est une sorte de, de guérisseur au sein du groupe que l'on va voir quand il y a un problème. Que l'on va voir, par exemple, quand des personnes meurent. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très... il n'a pas d'habit particulier. Il est très... parle pas beaucoup. Je sais C'est qu'un un jour, Raouté. oui, c'est un Raouté, oui, tout à fait. J'avais rencontré un jour un Raouté qui me disait je ne bois plus. Je lui dis ah bon, tu bois plus? Il me dit non. Je suis allée voir le Dami et je lui ai demandé pourquoi mon copain il est mort. Et le Dami m'a dit il buvait trop d'alcool. Donc ça veut dire, il a quand même eu une petite efficacité puisque bon, la personne que j'avais rencontrée ne voulait plus boire. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais... oui, là, on va le consulter. C'est un peu comme un guérisseur, un rebouteux, un magnétiseur. Il va faire des petites bénédictions. Mais il intervient pour les rituels Mais funéraires on ou n'est pas autres? du tout dans. Alors, les rituels funéraires, j'ai jamais assisté. Mais de toute façon, les rituels funéraires sont très, très simples. Ils sont beaucoup plus simples que chez les hindous, où on enveloppe le corps dans un morceau de tissu, on le transporte et on veut vite s'en débarrasser. On fait un trou, hein. Ils ne sont pas brûlés, ils sont enterrés. Et on lui met toutes les choses qu'il avait. Bon, on prend l'argent, hein, mais généralement, comme les gens n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas d'or, hein, ils n'ont pas de collier. Enfin, si, c'est des petites babioles. Mais on fait vite pour s'en débarrasser. Alors, il y a peut-être une petite... Je ne peux pas dire. Je ne sais pas s'il y a une petite bénédiction, mais c'est pas comme les Népalais, avec les grandes crémations, et puis les défilés avec le damaï, c'est-à-dire les castes d'intouchables devant le cortège. Non, non, vite, on fait vite en sorte de mettre le corps quelque part et de partir. Il n'y a pas en fait de culte des morts, on les oublie. Mais on sait qu'ils sont là parce que... Hein? C'est intéressant ce que Il n'y a tu pas de dis culte parce en fait. que... Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, je disais, il n'y a pas de culte des ancêtres, il n'y a pas de culte des morts. On n'a pas envie qu'ils reviennent, mais on ne veut pas non plus, par exemple, on sait que si, par exemple, on revient à un endroit quelques années plus tard, on va faire en sorte de parvenir au même endroit, mais on sait quand même qu'ils sont là, mais on n'ira pas. Parce qu'on craint quand même qu'ils peuvent revenir, il ne faut pas qu'ils reviennent. Bah oui, oui. Donc, on fait tout pour les oublier. Intéressant ce que tu dis par rapport aux damis, parce qu'habituellement, les damis, on appelle ça damis de chakri, les damis, c'est quand même les castes des brahmanes et des kshetris. Et le dami ne joue pas d'instrument, c'est les damaïs qui jouent des instruments et c'est le dami qui rentre en transe.
mais ce sont les hautes Ouais. castes qui ont des damis. Les Chaklis, ce sont les groupes tibéto-birmans. Et c'est marrant que chez Non, mais les, tu as des damis aussi chez les Sherpas. Hein. il y a des Tu, damis chez les Sherpas, damis de Chakli. même pas forcément. C'est des sortes d'exorciseurs. En fait, c'est pas du tout connu. C'est des spécialistes religieux qui sont appelés damis et qui vont faire un certain nombre de rituels qui sont pas du tout dans je dirais, les rituels bouddhistes qu'on connaît. En fait, c'est plus proche de l'exorcisme, en fait. C'est ça, en Le, fait, le dami de le Sherpa, dam- il joue du tambour lui-même, Ah seul. oui, je crois qu'il joue du tambour. Oui, oui, oui. Passant, mon compagnon, il m'a dit qu'il y avait des damis Sherpa qui jouaient du tambour un petit peu. Mais tu sais, c'est des fois des adaptations, c'est des fois ils vont donner Ouais. un Et personnage. alors, typiquement, dans l'Ouest, on a les damis, en fait, c'est vraiment c'est celui qui va être investi par une divinité, c'est-à-dire qu'il Oui, ne le choisit pas forcément d'être dami. Un jour, il devient dami, et il dit je suis dami, il s'est passé quelque chose en moi, et on ne le devient pas, il n'y a pas de formation pour être dami. Mhm. C'est la divinité qui s'incarne en toi. Alors, pour les raoutés, je ne sais pas, hein, parce que lui, bon, j'avais l'impression que c'était quand même pas aussi sophistiqué que ce qu'on pouvait voir ailleurs. Mais en même temps, moi, par exemple, dans l'Ouest, je voyais des damis essayer de réparer des mobylettes en mettant une sorte de petite coupelle avec, je crois, c'était du sel sous la mobilette pour la faire démarrer. Hein. Donc, génial. Génial, ouais. hmm. Et, et donc, Alors, cette nouvelle là, photo, alors celle-là, on est chez celui qui fait, c'est une femme raoutée qui va faire moudre du grain chez le meunier. mhm. Donc voilà, le meunier donc il y a des meuniers. Donc là, on a un camp de raouté. Donc tu as Ouais. dit qu'il y avait environ 45 tentes. Ça représente combien de familles? Ça représente 45 familles? Non, ça représente un. Écoute, des fois j'ai toujours du mal à. Je tombe jamais sur le même nombre de tentes Bah oui, oui, parce que oui, c'est sûr. parfois non, mais certains en fait euh, multiplient les tentes parce que certains en ont deux, donc ils font un peu des extensions. Mais il y a quoi? Il y a 150, on va dire qu'ils sont 150 à peu près. Hein. Alors, j'ai pas dit, mais ils sont endogames, donc ils se reproduisent qu'entre eux. Il n'y a pas de. Donc, oui, ils se reproduisent qu'entre eux. Hein. Donc là, on voit bien les tentes avec les couvertures qui ont été données par le gouvernement. Ils se reproduisent entre eux, même s'ils sont endogames, mais il doit y a quand même y avoir ce qu'on appelle des gotras, c'est-à-dire des lignées. Ils doivent quand même respecter Alors, certaines il y a des lignées. clans. Il y a des clans. Il y a des clans. En fait, c'est clanique. Bon, en Totales, même oui. temps, ouais. Mais en même temps, le choix est pas énorme. Hein. Ah bah oui, oui, Bon, c'est clair. Et ça pose pas des problèmes de consanguinité, Ah bah forcément, vu mais vu qu'ils ne sont que 600. ah non, non, ils sont 150 à se reproduire entre eux. Mhm. Ah bah oui, forcément, ça pose des problèmes de consanguinité. Alors, bon, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des cas quand même Parce qu'il y a aussi des enfants qui perdent leurs parents, qui sont ensuite intégrés dans des familles, euh, donc qui après sont intégrés dans le clan de la famille. Donc, du coup, au niveau de la consanguinité, ils n'ont pas le même sang, donc il y a quand même des mélanges. C'est pas toujours très strict. Il y a quoi? Il y a trois clans? Ah oui, Oui, des Gotras, si tu veux. oui, oui, oui. 3 clans. Et si tu t'appelles Rascoti, tu peux pas te marier avec un Rascoti. Ouais, c'est quand même limité.
Alors, je crois qu'on a une... pratique-t-il la polyandrie? Non. Monsieur Non, c'est Gobal, vraiment non. les familles mononucléaires, un peu, comme chez nous en fait. C'est le couple et les enfants. Et après, oui, tu peux avoir la famille étendue, le grand-père, la grand-mère. Mais par exemple, quand un enfant grandit, se marie, il va avoir sa propre tante. C'est impressionnant hein, quand on regarde comment les Le tantes camp. sont. Oui, c'est vraiment impressionnant. Hein. Oui. Donc là, elle supporte la mousson. La mousson. On a une question ici. Est-ce que les tantes des Raoutés supportent bien la mousson ou ça passe Bah, ça a l'air en tout cas, parce que oui, parce que quand c'est la mousson, ils vont monter en altitude, donc ils vont être protégés par les couverts forestiers. Ils s'arrangent pour ne pas être à découvert. Et là, c'est pas encore la mousson là. Et alors pour défaire un Mais cran comme ça, même si... pour défaire un cran comme ça, ça met combien de temps quand 3-4 jours. 3-4 jours. En fait, ils commencent par amener des choses dont ils n'ont pas besoin, puis après les piquets, et au fur et à mesure, les ustensiles de cuisine, font des petits tas pour marquer leur place. On voit beaucoup là, on voit beaucoup les pères de famille qui promènent leurs enfants dans le camp pour les bercer. Ouais. la Moi, j'ai vu des couples. Moi, j'ai vu des couples très amoureux et j'ai vu vraiment des parents adorer leurs enfants. Il y a vraiment un amour de l'enfant. Le futur mari paie-t-il pour la mariée, Monsieur Gobal Kishelan? Ah ouais. Est-ce qu'il peut pour la mariée je pense qu'il y a il y a quand même des mariages un peu. Ce sont des mariages quand même arrangés, sans les familles hein, oui, les parents qui décident. Non, j'ai pas vu ça. Après, ils n'ont pas beaucoup de choses, donc c'est assez égalitaire. Il n'y a Oui, pas beaucoup de si différenciation sociale, quoi. Donc, c'est difficile en fait de voir qui est plus riche que l'autre. Alors, si, moi je dirais que les chefs sont plus riches que les autres, parce que les chefs sont les chefs, et puis ils sont invités par les chefs népalais et ils reçoivent des cadeaux. Alors lui, c'était on l'appelle le naïk, c'est le chanteur. Et dans le livre de Jenna Fortier, eh bien, on le voit avec une grande, grande natte qui tombe jusqu'au pied. Et c'était, je ne sais pas si c'était le dami à l'époque, mais et aujourd'hui c'est le tu naïk. parles de lui. Hein. C'est-à-dire que, ouais. Lui, en fait, c'est lui qui conduisait la danse. Quand les Raoutés dansent, c'est lui qui est en avant. Bon, il est un peu âgé. Puis bon, oh là là, je l'ai vu dans des états, lui. Mais il est très sympa. Oui, C'est lui là qui avait pris Voilà. Ben oui, là, il est en train de me demander un petit verre, une petite bouteille d'alcool. Voilà. Ça s'appelle comme ça, c'est la bénédiction. Et là, il a reçu son alcool. Bah Mais ouais. Il a l'air bien barré, là. Bah ouais. Ah ouais, il est bien barré là. Ouais. Allez, bon, Ça, c'est le Moukia. Ça, c'est le chef Moukia avec sa femme. Jamais vu Donc, ça. oui, le chef Ah oui, de c'est vrai. Voilà. Ici, vu qu'on est dans une Mais comme vous galerie, pouvez... il y a des questions sur les bracelets des femmes. Tu n'en as jamais vu Ouais. à Katmandou non plus, par exemple, dans les shops.
Alors, ces bracelets, en fait, ces femmes, elles les achètent sur les marchés. Et en fait, les femmes raoutées, elles imitent les femmes népalaises. Sauf que elles sont habillées comme les femmes népalaises, sauf que les femmes népalaises, elles ont des bijoux en or et elles n'ont pas des bijoux en or. Ah oui, il y a de l'argent. Et les boucles Ouais. d'oreilles, hein. C'est pareil, c'est des choses que tu trouves sur les marchés, mais elles aiment bien les bijoux. J'ai l'impression que c'est de l'argent. Aluminium. Non, je crois pas. Non, Non, c'est pas de l'argent. Non, c'est pas d'argent. Non, Non, ça certainement plus métallique. Oui, un peu. oui, métal peut-être. C'est du métal, en fait. Peut-être qu'elles l'ont fait faire par Du comment, métal. un forgeron. Argent, oui. Ouais, possible. Les camis. Oui. Pareil, ça c'est alors à gauche, celui qui est à gauche, c'est quelqu'un qui est très proche du Mukia, qui fait partie des pères de famille un peu importants du groupe, qui ont qui ont du poids en fait, du poids qui sont respectés. Et alors, tu disais la dernière fois qu'on s'est vu ou dans ton bouquin, Les Rois de la Jungle aux éditions Le Trésor, qu'ils refusaient de s'habiller à la chinoise, à la mode occidentale aussi. Ils gardent cette Ah ouais, complètement. C'est façon leur vêtement en traditionnelle. fait. En Ouais. fait, ils trouvent que c'est beaucoup plus confortable, que c'est pratique parce qu'avec les systèmes des caps, ça permet de mettre des denrées, de les porter. Non, non, même pour aller chasser, c'est très utile. Par exemple, le turban du Mukia, il peut faire plein de choses il peut l'utiliser comme sangle de portage. Tu peux faire plein de choses avec ce tissu. Et les jeunes acceptent volontiers de l'habit traditionnel. Il n'y a pas de, Ah pas non, non, de, aucun problème. pas de, Ils ne se posent même pas pas la de question, hein. Ouais, ouais. Ça, c'est les petits-enfants. Alors, je leur avais donné un stylo et puis je les avais fait écrire. Ils avaient adoré. Ils avaient découvert qu'on pouvait, l'encre, en fait, qui se met sur le papier. Et donc, la petite, elle avait commencé à griffonner sur ses mains. Donc, elle en avait partout après. Non, ils sont très curieux, très ouverts. On sent une envie de découvrir les choses. C'est fou hein, quand tu te dis qu'elles ont, là, les deux grandes, elles ont peut-être 5 ans Ouais, environ, elles ne connaissent pas le stylo. ouais. Non, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas de. Donc, Mais par contre, on commence à avoir des objets en plastique et en aluminium. Alors, là. Bon, il y en a toujours eu là, ouais. Alors, si, il y a des éducateurs, il y a deux instituts qui leur font faire des petits des jeux. En fait, ils font des jeux avec les enfants. Donc, l'idée, c'est un petit peu de les sensibiliser à l'écriture. Tout en sachant qu'effectivement, bon, l'écriture, bon, on n'y est pas encore, hein. Aller à l'école. comment ça se passe pour la scolarité les enfants raoutés vont dans les écoles Non, non, népalaises? ils ne vont pas à l'école. Non, non, l'école, c'est l'école du Mais groupe. il y a une école du groupe, hein, donc. Mais l'école du groupe, c'est la vie de tous les jours. Ouais. Oui, ils vont pas s'asseoir devant un professeur et écouter. Ah non, 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 il n'y a pas d'instruction. Il y a pas, D'accord. il y a de l'éducation. Il y a de l'éducation, mais il n'y a pas d'instruction. Tu vois. Ils sont mignons, les gamins, sinon. Les gamins, ils sont super libres. D'ailleurs, on voit bien, ils sont très, très, très mobiles. Ils ne tiennent pas en place. Ils bougent tout le temps. Ils ont un rapport à ce qui les entoure qui est, on dirait, connecté. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils connaissent très, très bien le milieu. Ils sont très ouverts sur leur milieu. Même quand ils marchent pieds nus. Ils sont très à l'aise. Ils n'ont pas d'instruction, mais ils connaissent vraiment bien leur environnement. Et puis, ils courent tout le temps, ils se font des jeux. Moi, j'avais surpris, d'ailleurs, après, je crois qu'il y a des photos. J'avais surpris des enfants en train de jouer au papa, à la maman ou à la poupée.
Alors ça, c'est justement, ça c'est les transhumances, en fait, quand ils changent de camp. Donc, tu vois bien les pylônes qui servent à maintenir la tente, qu'ils transportent pour installer le camp suivant. Et là, on est dans une période de fête. Donc, il y a des chèvres qui vont être tuées et la viande séchée pour l'hiver. Le repas traditionnel des Raoté, c'est le repas de tous les Népalais. C'est les femmes. Non, alors non, c'est des végétaux, du riz et un peu de. En fait, ils ne mangent pas de lentilles. Ils mangent par contre énormément de riz, beaucoup de sug, de légumes verts, et puis d'un bouillon et beaucoup de piment. Piment, le sel, ils vont le trouver dans les petits vermicelles qu'ils achètent au supermarché. Pas beaucoup de viande, à part la viande de singe. De temps en temps un poulet, hein, parce qu'un poulet ça coûte cher. Hein. Mais à quelle fréquence ils mangent le singe alors? C'est pas de la viande de singe tous les jours, à chaque repas? Ah non, pas tous les jours. Non, c'est un mets de luxe. Hein. Et alors, tu as goûté? Ça dépend. Des fois, tu peux pas en avoir pendant 2 mois. Et puis après en avoir. Et certains la fument aussi pour la garder. D'accord. Alors, il y a encore une question de Monsieur Gobala Kishenan qui Oui, demande s'il chic le bétel. Parce que tout à fait. parce que des pauvres dans le sud de c'est pas l'Inde du- le font pour tuer la faim. Et c'est aussi la raison où bien les femmes sont si et brutales. c'est pas du bétel. C'est pas du bétel, c'est du tabac. C'est du tabac en fait qui chic. Ils chic du tabac, ça s'appelle surti. Surti, c'est du tabac. Et Ok. voilà. Et oui, ils n'arrêtent pas. Et donc, ils l'achètent? Ouais. Ils emmènent le poteau, là. Ouais. Ah. Voilà, donc ça c'est les femmes avec les poteaux. C'est la fille et sa mère. Alors là, ils ont défait le camp ou ils vont refaire le camp? Ils ont des faits, ils Ouais. vont Ils refaire. ont Ah oui, défait c'est ça. Ils ont défait. Ils ont défait. Et voilà. Je n'avais pas pensé qu'ils emmenaient les poteaux, quand même. Ils ont le temps dans une journée de défaire le camp, de partir, marcher, aller à l'autre lieu, remettre Ouais. le camp avant Et la revenir. tombée de la Ouais. nuit. Ouais, tout à fait. T'as vu, ça, c'est Généralement, chic, ça, quand même. des fois, tu sais, c'est pas forcément très loin. Hein. Ça peut être 1 heure de marche, 1 heure et demie. Ou des fois 3 heures maximum. Hein. Maximum. Mhm. À mettre en danger. Là, tout le monde est mis à contribution, les enfants. On a une question ici. Est-ce qu'ils sont conscients du mal que leur fait cette consommation excessive d'alcool, et individuellement, et pour l'image du groupe et le groupe lui-même? Ah bon non, c'est normal. Non, ils aiment bien. Ah non, c'est et puis je dirais en Népal, l'alcool, c'est un problème santé publique. Hein, déjà c'est la plus grosse industrie du pays. Et alors, faut regarder derrière Les les maisons. tamangs, les Hein, tchepangs, tout le monde boit. Hein. oui, oui. Alors c'est vrai que ouais, tout le monde boit, mais c'est un peu, je dirais, comme au début du siècle dernier dans les les milieux ouvriers, quoi, où finalement on boit. Mais parfois, en fait, ils font des pauses, mais des petites pauses. Hein. Ils vont Les boire femmes moins, mais boivent. ils vont. Parce Dans qu'ils les autres travaillent quand même. populations, les femmes boivent,
les femmes Raotéoti également. Oui, 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 oui. Et pas les enfants. Les enfants, tu as vu des Ouais, enfants? ouais. Ah oui, oui, j'ai vu les enfants. Ouais, ouais. Un petit peu, quoi, ouais. Ils boivent quel alcool ou du Chang aussi? Du Chang ou alors, ou plutôt du Rusky, des petites bouteilles Ah, du Raxi, ouais. d'achète. Ah, c'est hard quand même. Oui, c'est très hard. Oh, il y a du bon Roxy, hein. Oui, mais Oh, c'est des tas d'endroits où ils boivent beaucoup plus facilement le Chang, quoi. ben, le Chang, il faut que. Alors, ils appellent, dans l'Ouest, ils appellent ça du yatch. Yatch, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y en a dans les villages, des fois, ils en boivent. Quand il y en a qui. Quand les paysans en ont. Et eux-mêmes, en fait, en fabriquent. Alcool de riz ou Ouais. d'arak? Alors, est-ce que c'est du riz? Est-ce que c'est du kodo? Est-ce que c'est du millet? Est-ce que c'est Alors, eux, ils font du Chang et ils font de l'alcool. Ils font du Chang, les Raoutés. Donc, ils font du Chang avec du riz. c'est de l'alcool de riz. Ils font pas de maïs, ok. Non. Parce que le maïs, en fait, ils ont. Non, ils Ah, l'achètent. quoique, j'en ai vu du maïs, mais pour faire des galettes, mais pas pour faire de l'alcool. Donc, ils achètent l'alcool. Là, on en voit une bouteille. Ouais, ouais, voilà. Ça, ça s'appelle la Sophie. La Sophie, en fait, la Sophie, c'est l'alcool fait par le paysan, qui est moins cher que la Roxy en bouteille industrielle. Ah oui, il y a une différence de Oui, nom vernaculaire entre les ouais, deux. ouais, ouais. Comment tu dis alors? Pourquoi ça La prend? Sophie, Sophie, en fait, c'est l'alcool du paysan. Sophie? Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? On C'est voit dans un l'Ouest, Raouté hein. qui est chez une famille, une autre En fait, famille. c'est un petit shop, en fait. Et ça, c'est la grand-mère qui, avec ses petits-enfants. Et Raouté qui est assis devant la maison et qui, Non, qui non, boit non. sa petite chope. C'est le chef des danseurs là, qu'on avait vu tout à l'heure, non? Non, non, je crois pas. Ah non? Si. Il ressemble. Hein? Et les deux beautés qui sont à droite, là, c'est qui? On- Ce sont des villageois. Oui, oui, c'est des tchétris. Oui. Oui, ça ressemble à. Il y en a beaucoup des tchétris, en fait, dans ce coin-là. Elles n'ont pas le style. Oui, c'est des villageoises. Et notre. Voilà, la chèvre. Alors, la chèvre, là, en fait, le souci, c'est que ils savent pas garder les chèvres et ils en perdent souvent parce que ils savent pas garder un troupeau. Donc c'est déjà arrivé plusieurs fois que certains perdent leurs chèvres et puis qui se Ah, mettent à hurler parce qu'ils ont perdu leurs chèvres. Parce qu'en fait, c'est pas des éleveurs, donc ils savent pas les garder. Eh oui, bah oui, ça Euh, s'apprend, oui. Pareil, la laine de chèvre. Ils font un tissage. Tu as ouais. entendu la question, Nathalie? Non, dis-moi. Est-ce que ils travaillent le poil de la chèvre Non, est-ce qu'ils en font du tissage? non, La chèvre. non, non, Et non, non. la peau peut-être. Non, 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 rien du tout. Ils ne font aucune. et soie, Non, puis ils mangent pas- parce que même pas de tissage, rien. Non, non, ils n'ont pas les outils pour, en fait, en plus. Ils n'ont pas de. le casquet, ça peut. Par contre, si on mange la peau, ah, là, c'est un goût de mouton. Et c'est vrai que si on mange pas la peau, c'est vraiment, c'est pas la ça. Ok. Bah, la campagne, ils mangent.
Donc ça, c'est des baluchons pour Ouais. un Ce sont des déménagement. baluchons avec dedans, tu vas avoir des ustensiles, tu vas avoir des cruches, tu vas avoir des assiettes, la vaisselle. Ouais, c'est ça, oui. En fait, c'est une société assez archaïque, hein, je vais te dire, ils ont pas grand-chose, hein. Ça, c'est là, ils sont en train de démonter le camp. Ah oui, on voit des structures sans toile. Ouais. Et il y a un monsieur tout en bas à gauche qui est tout seul de l'image. Oui. On le voit. Eh bien, ce monsieur, il est malade. Il peut plus marcher. Donc, il est un peu à la charge du groupe. Et le problème, c'est que ce monsieur, il est assez triste parce que ce jour-là, un de ses fils a disparu. Il est parti. Et en fait, ce jour-là, on ne sait pas où il est parti et il se retrouve tout seul. Donc, il y a quand même des gens du groupe qui vont le transporter à l'autre camp. Et en fait, il se trouve que son fils, qui a disparu, il a des problèmes mentaux. Et finalement, ils l'ont retrouvé. Il est revenu pour aider son père, mais il a de nouveau disparu. Donc, on ne sait pas où il est. Donc, je pense qu'il doit être mort, peut-être tombé dans une crevasse, dans un ravin. On doit bien voir quand même quand les Raoutais quittent un camp, un endroit, un territoire, ça doit quand même être assez dévasté, non Ah ben oui, et puis alors après, tu as les paysans qui vont récupérer du bois. Ils Ah vont oui. récupérer des trucs, ouais. Bah oui. Ils laissent quand même des déchets, hein. Avant, ils brûlaient, maintenant, ils ne brûlent plus. Je pense qu'ils ne peuvent plus brûler parce que à cause un peu des lois sur la forêt. Et puis, ils s'en foutent un peu, je crois. Avant, en fait, ils brûlaient pour pas laisser de traces, pour pas qu'on les retrouve. Aujourd'hui, bon, ils n'ont pas de crainte à avoir. Ils auraient plutôt tendance à chercher des soutiens. Dire que le monde, ils sont plus du tout dans le même rapport de force. Bon, il y a une question ici. Est-ce que les outils pour leur construction de bois, est-ce que c'est une herminette, style herminette, hache? Oui, Ils ont différents styles ils ont d'outils, une hache herminette. c'est ça? Ouais, Donc c'est aussi les camis, c'est chez les camis. ouais. Ouais, tout à fait. Forgeron. Ok. Oui, oui, tous les objets sont faits chez les forgerons, tout à fait. Voilà, c'est un peu les mêmes. En fait, ils ont plutôt une bonne réputation malgré leur, Ouais. leur Ils ont une position. aura du côté des gens tu vois. Oui, il y a du respect. Il y a, même si les paysans les trouvent sales, n'aiment pas leur style de vie, il y a quand même une forme de respect parce qu'en fait, moi, j'ai discuté beaucoup avec des paysans qui les détestent, qui les trouvent sales, qui trouvent qu'ils respectent rien, qui trouvent qu'ils boivent trop. Mais en même temps, ça reste les Raoutais. Et si quelqu'un leur faisait du mal, je pense qu'en fait, on viendrait à leur secours. Donc, oui, il y a une forme de respect. Alors, et beaucoup plus encore à Katmandou, où là, il y a vous avez des acteurs, hein, qui sont venus les voir. Ils sont reçus par le Premier ministre, hein, au palais présidentiel. Parce qu'il y a une forme il représente une sorte aussi peut-être de sagesse, de vie. C'est quoi le euh, centre là? oui, ça c'est un bol. Utilisé pour la Je peux nourriture. dire que c'est pas Oui, simple.
qu'ils ont fabriqué. Ça, c'est eux qui il est en train de le sculpter. Et, Alors, ils vont le vendre. connaît-on les raisons de ce respect des autres populations, en fait, voisines, sagesse ou autre chose? Je pense que, en tout cas, tous les habitants de l'Ouest ont une histoire avec les Raoutés, une histoire passée, une histoire avec les Raoutés, la forêt. C'est ce que donc il y a il y a l'idée en fait de partager un territoire commun, même si les paysans ne connaissent pas forcément l'histoire, mais ils ont quand même des souvenirs sur des moments passés où il y a eu des problèmes avec les Raoutés, par exemple, quand il a fallu construire des écoles, où des gens sont allés prendre du bois que les Raoutés avaient coupé pour construire des écoles, et puis les Raoutés n'avaient plus de bois. Donc ça avait créé des, des, euh, des tensions, des difficultés, et puis il y a quand même eu des conciliations. Et il y a eu récemment un programme qui a été lancé avec le gouvernement, les habitants, les Raoutés, pour les faire rencontrer. Et ça avait donné lieu à une brochure qui expliquait le mode de vie des Raoutés. Et c'est vrai que les paysans, ils vont vous dire qu'ils les aiment pas, mais en même temps, il y a une marque d'affection. Donc c'est contradictoire, hein, mais puis bon, le petit paysan népalais, il peut partir au quart de tour, dire oh, je les déteste, et puis avoir un petit peu de compassion, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire le mal, parce que si on commence à faire le mal, eh bien le mal, il peut aussi se retourner contre lui. Oui, et puis il y a aussi ce récit mythologique qui viennent Ouais. des rois de la forêt, qui étaient Ouais. avant, qui avaient cette posture, cette stature Alors avant même de. si je dirais les paysans n'y croient pas trop, mais Tu il sais, y ils a... sont tous comme ça, hein, Ouais. tout le monde veut rehausser son statut au Népal. Oui, oui, bah oui, ils le font tous, hein. Ils le font Il y a tous. encore des zones forestières où ils n'osent pas aller à cause des mines peut-être qui n'ont pas été retrouvées, ou dangers par rapport aux mines qui ont été laissées, quoi. Comment? Est-ce qu'il y a encore des zones forestières où ils n'osent pas aller à cause de toute cette période maoïste, Alors où justement, les mines ont été eux, faites? en fait, ils étaient dans la zone où il y avait les maoïstes. Oui, je sais, ouais. Mais justement, les maoïstes, en fait, les ont évités. Donc, et ils étaient plutôt protégés. Parce que je suis pas certain que le déminage a été complet. Ouais. Mais ils ont quand même un territoire bien défini, même s'ils changent de camp. Oui, c'est l'ouest du Népal, tu vois. C'est le district de Surkhet, d'Ailek. Oui, oui, ils font des circuits, mais ils restent dans cette zone. Ils vont pas monter trop haut, parce que s'ils montent trop haut, il y a plus rien à manger. Ils vont là où il y a des villages, où il y a des forêts. Et quand ils s'installent quelque part, et quand ils repartent, ils vont faire un petit peu de la prospection, pour voir s'ils peuvent s'installer, s'il y a du bois à couper, s'il y a des choses à collecter. Donc, ils anticipent un petit peu. Il y a une autre Et question. justement, et oui, Pratique-t-il des chansons et des danses en bande ou en ronde lors des fêtes? en bande, oui. En ronde, oui, je crois, oui. Il y en a eu, ils le font effectivement lors des festivals, oui. Et ils ont des chansons. Ouais, ils ont des chansons, ouais. Ils chantent en népalais, hein. Dans leur répertoire, c'est un répertoire. Oui, moi j'ai vu des gamins qui chantaient très très bien les chansons népalaises, hein. J'ai vu un jeune Raouté qui Ils ont eux-mêmes leur propre
chansons. Non, ils connaissent les chansons népalaises. Hein. Ils les connaissent très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que ils sont aussi appréciés par les Népalais, parce que quand ils font des spectacles, ils chantent en népalais. Donc, du coup, ça plaît aux Népalais. Hein. Et puis, les Népalais, ils sont intrigués. C'est un peu ce qu'ils appellent des banmanchés, donc des sauvages. Et puis, des sauvages qui vont chanter leurs chansons en népalais. Donc, ça les fait rire. Il y a le côté un peu spectacle. Est-ce qu'ils ont des fêtes particulières à eux-mêmes? À eux-mêmes, non, pas eux-mêmes, parce qu'en fait, les fêtes de pleine lune, peut-être des rituels de chasse, peut-être, oui. Un petit rituel de chasse avant d'aller à la chasse, mais peut-être que d'autres qui pratiquent la chasse le font. Alors là cette photo, c'est c'est la mousson qui arrive, la rivière. Attends. Oui. Ouais, je voulais commenter la photo précédente, tu sais, où on voit deux raoutés près de la rivière. L'autre précédente. Celle-là ou l'autre encore? Attends, je ne vois plus là. Oui, on voit. Ah, celle-là. Alors là, en fait, c'est la mousson qui arrive. Et il y a un couple raoutés qui sont en fait coincés par la rivière. Parce que la rivière, elle est en furie. Et ils sont sortis pour aller chez le meunier moudre, je crois que c'était 200 grammes de blé. Ils se sont retrouvés coincés. Et ils ont choisi ce jour-là pour y aller. Donc, c'est vrai que quand ils ont envie de sortir, ils y vont. Ils sont mignons avec leur petit plastique. Hein. Ouais. Et ils ont quand même le topi népalais. Hein. Oui. Oui, ils ont tous le topi népalais. Ah oui, ça c'est, ouais, tout à fait. Mais ils se sentent népalais, hein. Raouté et népalais. Voilà, donc c'est encore un autre camp. Ah, c'est quoi ça? C'est du Roxy qui est en train de se faire? Ah non, peut-être pas, non. Non, c'est de l'eau. Non, c'est de l'eau, ouais. C'est de l'eau. C'est rare. Réunion. Il y a eu le chef des Rockets, il y en a un qui était connu. Ah, c'était Manvadur. Pardon, je zoome dans la photo à chaque fois. Vas-y. Ouais, vas-y. C'était 2 jours, je crois. Bon, bah, c'est... Ah voilà, les gamins. Alors là, les gamins, j'étais surpris en train de jouer. En train de jouer, oui, on t'écoute. Hein. Oui, ils sont en train de jouer. Le petit garçon, là, avec la petite cape bleue, un jour, je l'ai croisé. Il avait une grosse serpette et il jouait avec. Ah oui, on joue avec la serpette. Hein. Voilà. Alors, la petite fille, là, elle est en train de jouer. Je crois que ça doit être un peu au papa et à la maman. Donc, ils ont mis de la couverture et ils sont aménagés un petit lit. Là, elle est toute seule, mais je crois qu'on la voit sur une autre photo avec d'autres petites. Il y a celle-là après. Ouais. Donc là, ils sont en train de faire des jeux. Bon, elle est bien emmitouflée là. Ah ouais, hein. Attends, on va voir la prochaine. Ouais. Bah, c'est vrai que nous, le temps occidental dans notre vie citadine, Ouais. avec ce rythme de l'école, des vacances, Ouais. du travail. Eux, là-bas, c'est un autre temps. Le Ah temps bah ouais, c'est une autre normal, temporalité. surtout quand
quand tu es dans un camp, qu'il n'y a pas d'école pour les Bah enfants, ouais. ça peut être une vie. Mais tu as quand même des obligations, hein. Tu as beaucoup de liberté, mais tu as des contraintes, hein. Mais tu vois, c'est accepté. En fait, c'est des enfants très épanouis, hein. Non, c'est des enfants heureux, hein. Comment les familles appréhendent? Comment les familles appréhendent-elles la puberté des Ah, enfants? Y a-t-il des je ne fêtes sais pas. particulières? Ah, je ne sais pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est plutôt tabou et non, non. Tu sais, Voilà. Là, Nathalie, j'avais posé la même question chez les Tchépang, la place des enfants et la puberté des enfants, Mm. et j'ai jamais eu de réponse. Oui, c'est pas facile. C'est des questions qui Tabou. sortent. Oui, puis on répond pas, et puis en même temps, on sait pas trop, enfin, Ouais. pas clair, quoi. Non. Tabou. Moi, j'avais posé des questions un jour. Au tout début, j'avais commencé à poser des questions vraiment, vraiment tabous, et j'avais commencé à poser des questions sur les menstruations, sur tout ça. Et là, il y en a un qui m'a dit, il m'a arrêté tout de suite, il m'a dit, on parle pas de ça. Donc, moi, c'était clair. Alors, Des enfants. pour les enfants. Donc voilà, les enfants qui font des jeux, et qui sont dans la couverture, et qui, comme les enfants de chez nous, hein, ils ont fait une petite cabane. Ah ouais, alors ça c'est ça c'est un raouté qui est venu devant ma piole, ma chambre, pour me vendre un coffre. Voilà. Tu l'as ramené? Ouais, ouais, il voulait que je l'achète. Ouais. Tu l'as acheté? Je crois pas en fait. Je l'ai pas acheté. J'en avais déjà acheté un, et il était pas content. Je me souviens. On voit facilement les Ah, bols bah, tiens, voilà. sur les marchés, on voit les bols, Ouais. mais on voit pas Les coffres. beaucoup Mm. moins. Les coffres, on en a eu, mais des usés, pas déjà utilisés. Il y a eu une vague à une époque. C'est peut-être Mais eux, voilà. Alors ça, c'est leur nourriture, c'est qu'ils adorent. Le litchi, ça c'est de l'alcool en fait, du Rusky, mais qui sent le litchi. Mégacherie, là, ça doit être un truc comme du tabac à chiquer. À gauche, ça doit être aussi du tabac à chiquer. Et au milieu, c'est des petites pâtes, des chicken soup noodles. Là, c'est des petites soupes. Et ils les mangent comme ça, en snack, comme des chips. Le paquet bleu, je pense. Voilà. Ça doit être du tabac, ça. Ouais, à chiquer. Ouais. Mégacherie, c'est quoi? C'est pareil, je crois. Ah, c'est du Gupta. Ouh là là, c'est autre chose, ça. Ça, c'est pas bon, ça. C'est un Ça, c'est ouais, un mélange de plusieurs trucs. Ouais. qui est carrément interdit dans certains coins d'Inde. Ah ouais? Oui, oui, oui. Ah, c'est poison, ça, grave, quoi. Ah, Plus c'est que- quoi? Mais c'est quoi alors du coup? Oh, il y a tout un C'est mélange. Il y a du tabac dedans, hein? Ah, mais très peu. Après, il y a plein comment ça s'appelle? De plantes. Ah, des arômes artificiels, Mm. un- bon, d'ailleurs, il n'y a pas la composition totale, hein. Ouais. Ils Mm. sont pas, Il ils y a sont rien, pas, hein. ils sont pas obligés. En tout cas, là, il y a marqué Sulti. Sulti. Ouais. Mais les C'est écrit goûters, sorti? C'est écrit Oui. sorti. Bah, sorti, c'est justement c'est du tabac en fait à chiquer. Ouais, ouais. c'est juste de la fée coupée, quoi. Ah, bah voilà. Alors, tu vois, Ah, ben voilà, ouais, les bols. ont pas de Ouais. couverture. Mais si tu regardes bien, ils sont faits différemment. Avec, tu vois, dans l'épaisseur. Après, ça revient à l'intérieur comme ça. Parce que c'est une petite finesse, tu vois, qui est pas évident. Le mec, il aurait pu le faire droit. Et peut-être de le faire un peu rentré, pas droit, non, pas forcément Ouais. droit, clairement, ouais.
Alors, je me souviens qu'il y a C'est 5 ans, Nathalie avait offert à François un joli bol. Et il est toujours là dans le. Ah ouais? Absolument. qui avait servi à mettre de la glace, non? Non, 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 il était. Un bol raouté. Ouais. Oui, absolument. Et non, juste Parce que moi, j'en ai 150 ans de patine. eu 2 que j'ai filé à un peu. Il est mort parce qu'à la Alors ça, c'est de l'herbe. C'est un raouté qui m'avait donné ça. C'est une sorte d'écorce. Et il l'utilise pour se soigner. De l'écorce pour se soigner, c'est ce que tu dis. Ouais, ouais, de l'écorce. ouais. C'est une écorce. C'est un Il y a de arbre l'écorce de champignons. Ouais, mais c'est pour faire quoi? pour se Eh bien, soigner. Soulager les douleurs quand il tombe, les bleus. Et alors, ça s'utilise comment? C'est appliqué directement Tu sur. l'appliques, ouais, ouais. C'est Ah, appliqué. c'est une écorce d'un arbre particulier. Tu as vu faire, il mélange un peu avec de l'eau, c'est mis Non, en il me, miettes. il me, non, non, il me l'a, il te l'applique comme ça. Ah ouais, ok. Et quand il tombe, généralement, il met de la terre. C'est un bois qui sent très fort. Non. Non, non, pas trop fort, non. Ça sert pour Je me quoi? demande si elle est- bon, bah, on arrive, je crois, tout à fait à la fin de cette séance qui était vraiment magnifique. Ah, oui. Merci, Merci. Nathalie, Mais c'est c'était toujours vraiment un très plaisir. intéressant. C'est toujours un plaisir. Hein. Et tes photos étaient superbes et vraiment très, très parlantes et intéressantes. Ben, écoute, Alors, merci. est-ce qu'il y a encore des gens qui souhaitent poser des questions? Coquin Pack aime bien poser des questions habituellement. Elle n'en pose pas aujourd'hui. Non, vous ne sentez pas obligé. Il y a une question de Gobal. Oui. Les cheveux sont coupés pour tous. Se le font-ils eux-mêmes ou bien ont-ils Ouais. recours au Népalais? Non, c'est eux-mêmes qui coupent. Et généralement, il se rase souvent la tête, hein, surtout l'été, parce qu'il fait chaud. Mais moi, c'est vrai que j'ai vu des Népalais couper les cheveux à un homme raouté. Et je me souviens, ça s'est passé vraiment au milieu de la rue. Il lui a apporté un petit banc et il lui a rasé la tête. Et le raouté était très, très content. Il avait un peu chaud. Donc, mais sinon, c'est les raoutés qui se les coupent eux-mêmes. Quels sont tes prochaines missions là-bas? Est-ce que tu souhaites continuer à retrouver le camp? Est-ce que tu as des projets avec les Raoutés? Mais Parce que pour je sais que l'instant, je suis allée voir un peu par curiosité si ça allait. Mais tu vois, ça reste quand même un terrain compliqué pour pouvoir accéder à l'intérieur, quoi. Faudrait pouvoir rester plus longtemps avec eux. Je m'étais intéressée plus peut-être aux chamans népalais, des Sherpas, tu vois, les spécialistes religieux Sherpas bouddhistes d'Ami. Euh, Ça n'a rien à voir avec les Raoutés, mais j'avais envie d'aller voir. les Dani chez Euh, les Sherpas, ça c'est hein, Oui, oui, c'est très intéressant. En plus, ouais, il y a toute une culture de la pratique du Beun chez les ouais, Sherpas aussi. Il y ouais, a tout à fait. un syncrétisme très intéressant. Oui. Ah, tu fais le Voilà, grand écart. hein? Tu fais le grand écart. Oui, je fais le grand écart, mais en fait, entre-temps, c'est vrai que je suis revenue en fait au sujet montagne, puisque je me suis de nouveau réintéressée En montagne, quoi. aux expéditions en montagne, et notamment les Népalais. Je ne sais pas si tu avais suivi ces Népalais qui avaient gravi le K2, qui avaient fait une deuxième plus haute montagne du monde, qui avait réussi, première équipe népalaise à vaincre Le K2. voilà, un sommet de plus de 8000 mètres. Et donc, j'avais commencé à documenter cette histoire. J'étais allée les voir, j'avais interviewé tu sais, le célèbre Nims Dai, tu sais, qui est le héros d'un documentaire. Donc, pendant quelques années, je suis revenue au milieu de la montagne. Je suis partie plusieurs fois encore au camp de base. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit pour les gens qui sont restés connectés jusqu'à maintenant. Nathalie Lamoureux
a gravi l'Everest. Ah ouais. C'est quand même impressionnant. Moi, j'ai gravi ça en 2013 et puis je me suis toujours intéressée à la culture de la montagne, aux expéditions, aux questions du risque. Et c'est vrai que après, je suis allée faire des sujets sur les agences de trekking, enfin d'expéditions népalaises qui reprennent le business aujourd'hui. Donc, je suis allée faire des articles là-dessus. Et je suis revenue un petit peu pendant plusieurs années sur la montagne. Donc, j'ai laissé un peu de côté les raoutés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de pas facile. Il faudrait peut-être que je retourne à d'Adeldoura, peut-être réinterroger ceux qui sont sédentarisés. Parce que là, je ne vois pas ce que je pourrais apporter d'autre avec ce groupe, qui d'ailleurs qui est hermétique. Hein, donc, C'est bien, tu as raison. Je trouve que ton projet sur les Sherpas ouais, non, c'est mon compagnon en fait qui m'en a parlé. Il m'a dit parce que je suis en train d'écrire un livre sur un alpiniste qui partait à l'Everest, et il se trouve qu'il s'est passé quelque chose lors d'une expédition où un grimpeur pakistanais a fait une crise de démence, de schizophrénie dans le Khumbu. Et du coup, il y a mon compagnon qui a fait venir les damis, tout ce qu'il pouvait y avoir comme spécialiste religieux, le lama. Et je lui dis, mais il y a des damis. Je lui dis, mais tiens, il y a des damis Sherpa. Il me dit, mais oui. Je lui dis, mais où? Et il me dit, ils sont plutôt du côté de Koldunga, c'est-à-dire dans le Solu, pas dans le Khumbu. Ah bon, je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils sont dans des villages. Ah ben, je lui dis, tiens, j'irais bien faire un tour, voir un petit peu ces spécialistes, connaître leurs rites, leurs fêtes, comment en fait ils s'intègrent par rapport aux pratiques bouddhistes telles qu'on peut je dirais, plutôt dogmatiques. Donc voilà. eh ben, tu connais la maison, le toit du monde, Ah bah ouais. pour le rayonnement est ouvert pour ta prochaine retraite. Ouais, je sais Absolument. bien, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Merci en tout cas de m'avoir accueilli, c'était super. Ça me fait Alors, il y plaisir. a encore un message de M. Koblak à Guiche. Ouais, Il remercie beaucoup en ouais. disant que c'était très intéressant, mais je pense que tout le monde a trouvé ça très intéressant. Eh ben, merci en tout cas de votre écoute. Encore merci. Mais non, c'est vous de m'avoir invité, puis à très bientôt. Hein. Au À revoir. bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir, revoir. Gang Pack. Merci Nathalie, merci tout le monde. Merci, À très bientôt. À très bientôt.